manchette. L'église Fatima toujours debout. Jonquière médic, le service sera assuré jusqu'à la fin de l'année. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du mercredi 1er février. Les travaux de démolition de l'église Notre-Dame de Fatima de Jonquière causent du fil à retordre à l'entreprise Mini-Excavation MT d'Alma. Joanie Lemelin, où en sont les travaux? Eh bien, ce matin, quand je me suis rendue sur les lieux de l'église Notre-Dame de Fatima de Jonquière, j'ai rencontré le propriétaire de l'entreprise almatoise, Michel Tremblay, qui m'a expliqué qu'ils essayaient d'affaiblir la partie supérieure de l'église afin qu'elle glisse sur la partie inférieure pour ne pas causer trop de dommages. On l'écoute à ce sujet. Le béton est trop épais et trop armé pour être démoli avec la boule à cause de la hauteur. Fait que là, on va le scier aujourd'hui. Puis en le sciant, bien, on devrait être capable de faire tomber le pic. Puis après, on va avoir plus de facilité. C'était l'objectif quotidien de l'entreprise d'affaiblir la partie supérieure et de la laisser tomber, mais l'objectif n'a pas été atteint. Le propriétaire s'attendait à ce que ça soit une tâche ardue, mais pas à ce point. À quoi peut-on s'attendre pour les prochains jours? Eh bien, demain, l'entreprise tentera de détruire la partie supérieure de l'église et de démolir le reste. Il faut se souvenir que l'entreprise a 30 jours à compter de lundi pour détruire toute l'église. Rappelez-nous les motifs qui entraînent la démolition de cet ancien lieu de culte. Eh bien, Bernard Larouche, un promoteur de la région, souhaite construire 12 logements de condominium, donc par le fait même de détruire l'église pour que sa construction commence au printemps 2017. Et dans l'état où elle était auparavant, mais avec les années, elle n'est plus la grande dame qu'elle était. Et puis, nous, ce qu'on entendait, c'est surtout les doléances des citoyens autour. Donc, vous pouvez constater que les citoyens sont partagés avec le commentaire de la conseillère municipale Sylvie Godreau, mais j'ai aussi rencontré Rénal Desmeules qui m'a dit que ça allait prendre beaucoup de temps à démolir et que ça allait être aussi très difficile car il y a beaucoup d'armatures et que l'entreprise n'avait pas considéré tout le matériau. Quels sont les coûts reliés aux travaux de démolition? Eh bien, c'est 300 000 $ que la construction coûte. Merci, Joanie. Merci à vous. Les élus de Chambord demandent l'intervention d'un médiateur du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le but de trouver un terrain d'entente pour les projets de services d'égouts et d'aqueduc avec la municipalité de Desbiens. Depuis 2 ans, plus de 80 riverains de Chambord tentent de s'annexer à Desbiens en raison des fosses septiques qui pourraient coûter jusqu'à 20 000 $. L'une des 2 usines Charles-Paul de l'Abbé ferme temporairement ses portes pour une période indéterminée. L'usine située sur la rue de l'Innovation avait annoncé en novembre dernier sa fermeture. Au même moment, une nouvelle convention collective de 6 ans a été signée à l'usine sur le chemin Saint-Anicet. L'entreprise saguenayenne Axio, une division de Nolicam, organisera le 6 février prochain une journée d'embauche à l'hôtel Delta de Jonquière. Une quarantaine de postes sont à combler, tels que journaliers, opérateurs et mécaniciens. Il ne suffit que d'apporter un curriculum vitae au kiosque entre 7h et 19h. Marie-Christine Dion courra durant 5 heures ce samedi afin d'amasser des fonds pour le camp. Elle invite la population à se joindre à elle et à lui donner des dons. Ma collègue Charlène Lavoie l'a rencontrée au cours de la journée. Bonjour Marie-Christine Dion. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer en quoi va consister votre événement de samedi? L'événement de samedi consiste à courir pendant 5 heures de temps, donc une course en sentier au Parc Rivière-du-Moulin à Chicoutimi. Donc, c'est une levée de fonds que je fais pour ma participation à l'Ultramarathon Leucan qui va avoir lieu le 1er et le 2 juin prochain. Et comment va fonctionner cette course-là? Bien, à ce moment-là, j'invite les gens, donc toute la population qui veulent venir se joindre à moi, à venir faire des boucles. Donc, je vais faire des boucles de course d'environ 45 minutes. Donc, les gens peuvent se joindre à moi. Et en retour, je leur demande une contribution volontaire de 5 $ pour ma levée de fonds pour l'Ultramarathon Leucan. Et pourquoi avez-vous décidé de choisir Leucan comme cause? C'est la seconde fois que je vais participer à une levée de fonds pour le Leucan. Je trouve que c'est important. Je me suis impliquée beaucoup au niveau du grand défi dans les dernières années. Donc,
le camp, c'est une façon de redonner aux enfants de la région. J'ai moi-même des enfants qui sont maintenant des adolescentes. Donc, je trouve que c'est important de faire que les enfants qui ont certaines problématiques au niveau de la santé, bien, des conditions plus faciles. Et d'où vous est venue l'idée de faire cette course-là? Bien, il y a des gens qui font des levées de fonds en faisant des soupers spaghettis, en vendant des billets pour faire tirer différentes choses. Moi, ma passion, c'est la course en sentier. Donc, en plus de faire découvrir la course en sentier, je trouvais que c'est une belle façon aussi de faire le lien avec l'ultramarathon parce qu'on va quand même courir l'équivalent, je pense, c'est de 300 quelques kilomètres, donc autour du lac Saint-Jean. Donc, c'était une façon un peu de faire un début à mon ultramarathon. Et comment se prépare-t-on à 5 heures de course, à des courses de beaucoup de kilomètres, comme vous venez de parler? Bien, c'est certain qu'on ne commence pas ça du jour au lendemain. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je fais de la course en sentier. Je te dirais que je me prépare à l'année. Pour ce 5 heures-là, je n'ai pas eu nécessairement de préparation spécifique parce que j'ai quand même continué mon entraînement depuis l'automne. Mes semaines d'entraînement sont un peu moins en volume qu'en temps normal pendant la saison parce que des fois, ça peut monter à 100-125 km de course par semaine. Là, je te dirais que ces temps-ci, c'est peut-être plus 60-70 km de course par semaine. Et quelles sont vos plus grandes difficultés là-dedans? Est-ce qu'il y en a? Bien, la difficulté, c'est de trouver du temps souvent pour s'entraîner aussi. J'ai la chance de ne pas avoir eu de blessure encore depuis que je pratique la course en sentier. Pas de blessure grave, en tout cas m'empêchant de courir, mais des difficultés, il n'y en a pas vraiment. Quand on aime ça, c'est agréable. Et on parle de temps. Est-ce que c'est difficile de combiner famille, travail, amis et entraînement? Oui, ça peut parfois être difficile, mais j'ai la chance d'avoir un conjoint qui pratique le sport aussi. Donc, on peut s'entraîner souvent ensemble. On fait des courses ensemble beaucoup. Et mes 2 grandes filles font de l'activité sportive aussi. Donc, souvent, on fait coordonner ça avec des voyages, soit au Québec ou même à l'extérieur de la région, de la province, en Europe, aux États-Unis. Donc, on fait des voyages sportifs en famille où on peut faire coordonner la course et la découverte d'un nouveau pays ou d'un nouvel endroit. Et on parlait d'amasser d'argent. Combien pensez-vous recevoir d'argent? Bien, c'est certain que nous, de façon personnelle, on devait atteindre un objectif de 500 $ pour participer à l'EUCAN. Moi, j'aimerais dépasser cet objectif-là. Donc, c'est certain que je demande une somme que je crois quand même assez minime aux participants, 5 $ par boucle. J'espère que les gens vont être plus généreux. Donc, j'ai aussi la chance d'avoir des commanditaires qui m'encouragent dans cette activité sociale-là. Donc, j'ai Ultraviolet ici et une autre compagnie qui s'appelle Chupa, donc qui m'ont permis d'avoir des petites choses à faire tirer pour l'événement. Donc, peut-être que ça va attirer des gens à ce moment-là. Et êtes-vous satisfaite de la réponse des gens sur les médias sociaux? Oui, à venir jusqu'à maintenant, quand même très satisfaite. Je trouve que les gens répondent bien. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi. C'est certain que je vais avoir seulement samedi la participation, mais je m'attends à avoir peut-être une trentaine de personnes et plus qui vont participer entre 9h et 14h samedi. Est-ce qu'il y a une alimentation spéciale à avoir pour se préparer à une genre de course? Oui, c'est certain qu'il faut faire attention à l'alimentation, comme entre autres au niveau de l'alcool. Bien, il faut essayer de réduire un petit peu la consommation d'alcool dans les jours qui précèdent l'événement. Manger quand même de façon saine. Je mange beaucoup des pâtes, des protéines, des choses comme ça. Puis pendant la journée de l'événement, puisqu'on ne court pas, je ne courrais pas 5 heures de façon continue, je vais avoir des petites pauses, bien, ça va me permettre de me ravitailler là, avec de la nourriture plus solide, pas nécessairement juste de la nourriture liquide. Là. Et finalement, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand aura lieu l'événement et à quel endroit? Oui, très bien. L'événement va avoir lieu ce samedi 4 février au Parc Rivière-du-Moulin, donc entre 9h et 14h. Donc, les gens peuvent se joindre à moi à tout moment et venir faire de l'activité sportive avec moi. Donc, merci beaucoup, Marie-Christine Dion. Ça me fait plaisir. Le directeur général de Centraide, Martin Saint-Pierre, était l'invité du cercle de presse au Saguenay ce matin. Après 25 ans au service de l'organisme, il a été témoin des changements dans le monde philanthropique de la région. Un reportage de Raphaël Drouin. En un quart de siècle, la situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean a grandement changé. Qu'il s'agisse des pertes d'emplois, du vieillissement de la population ou de la mouvance de la structure familiale, Centraide a dû s'adapter. Oui, il y a eu des changements, nous avons évolué, mais malheureusement, les besoins aussi ont évolué. Notre nombre d'organismes en 91-92, dans les premières années, était de 56. Aujourd'hui, il est de 94. Aujourd'hui, l'organisme aide plus de 80 000 personnes par année, fait environ 300 campagnes en milieu de travail et a ouvert 11 fonds perpétuels. Mais pour le directeur général, une chose ne changera jamais, la transparence. Actuellement, nous avons 25 bénévoles
qu'on a pris dans le milieu. C'est un peu comme un jury, je vous dirais, parce que c'est des gens qu'on va chercher, c'est des gens qui nous supportent, c'est des gens qui nous donnent. On veut que ce soit les gens qui déterminent de quelle façon c'est attribué. Les habitants de la région sont des plus généreux de la province. Et heureusement, car les besoins sont toujours criants. Petite communauté au Lac-Saint-Jean qui s'appelle Sainte-Élisabeth-de-Proux, 200 résidents. Et les gens nous interpellent du milieu de l'organisme communautaire, du milieu de la santé. Ils nous ont dit la problématique majeure de notre communauté, c'est que les gens ne mangent pas. Afin de continuer à venir en aide à des communautés comme Sainte-Élisabeth-de-Proux et encore d'autres organismes, Centraide s'assure de bien connaître son milieu. Mais encore faut-il qu'il y ait un retour d'ascenseur. Alors malgré ces grands succès, cette notoriété, il y a des défis qui demeurent. Et c'est de bien faire connaître Centraide. Vous savez, les gens connaissent le nom Centraide, mais n'en connaissent pas toute la finalité de ses actions et sa portée. Centraide dévoilera ses prochains résultats le 15 février. Pour l'instant, l'organisme est confiant d'atteindre son objectif d'1 950 000 $. Raphaël Drouin, ATM Nouvelles, Saguenay. Un jeune homme de 17 ans qui aurait commis des crimes avec violence est recherché par la police de Saguenay. Dominique Néron mesure 5 pieds 11, pèse 130 livres et a les cheveux et les yeux bruns. L'individu arbore de nombreux tatouages au visage et sur les bras. Communiquez avec la sécurité publique de Saguenay au 418-699-6000 si vous détenez des informations. Danny Larocque, accusé de vol qualifié, de menaces de mort et de voies de fait, a retrouvé sa liberté aujourd'hui. L'homme de 38 ans a été envoyé en thérapie pour 3 mois afin de maîtriser son problème de consommation. Son dossier sera de retour le 4 avril au palais de justice de Chicoutimi. Un chauffeur a été arrêté la nuit dernière à Jonquière à la suite d'un délit de fuite. Le conducteur a été impliqué dans une collision et a fui les lieux de l'accident. Les policiers sont partis à sa recherche et l'ont retrouvé fortement intoxiqué. Il a refusé de se soumettre à un alcotest. L'homme a été libéré, mais des accusations devaient être portées bientôt. Le service de soins à domicile Jonquière Médic tiendra le coup et verra son service être assuré jusqu'au mois de décembre 2017. Une nouvelle qui en réjouit plus d'un. Félix Masson, comment l'organisme a-t-il réussi à en arriver là? Eh bien, Noémie, c'est simple. C'est grâce à un fonds de réserve qui avait été amassé au fil des années via les collectes de fonds qui avaient été organisées, on le sait. Ce fonds-là servait au bon roulement de l'organisme, au bon fonctionnement, à l'administration. Donc, on s'en servait pour payer les employés administratifs, mais aussi les aides médicaux. Et là, on a utilisé tout récemment, ce fonds-là pour venir en aide aux médecins qui, on avait des difficultés avec les médecins. Alors, on a utilisé ce fonds-là et on s'en sert pour passer une période dite de crise. Et la loi 20 aura causé du fil à retordre à cet organisme. Bien, exactement. On le sait, Jonquière Médic avait à l'époque 8 médecins. Maintenant, on est rendu à 6 médecins. Et il y a un aspect en particulier dans cette loi-là qui dérangeait l'organisme, c'était le taux de fidélisation des médecins. Donc, les médecins devaient être disponibles à 75 % du temps pour leurs patients, ce qui, pour plusieurs, ont décidé de passer le temps dans l'unité de médecine familiale au lieu de se retrouver sur la route à servir et à offrir des services aux patients de la ville de Jonquière. Alors, on le sait, ça avait un impact sur le salaire aussi, on parle de 35 à 40 % et Jonquière Médic avait aussi donné comme consigne aux médecins de ne plus nécessairement donner le 15 % qu'on était obligé de donner à l'époque pour travailler chez Jonquière Médic. Alors, on le sait, c'est une période difficile. Le président Bernard Simard, qui est le président du conseil d'administration, a tenu à rappeler aux citoyens de Jonquière qu'il était satisfait de l'aide qu'il leur a apportée. On l'écoute. Et la population nous a répondu l'année passée avec une signature de 22 000 personnes pour notre pétition. Et lorsqu'on a fait la marche, au-dessus de 3 000 personnes qui sont venues marcher dans les rues de Jonquière pour soutenir l'organisation. Comment l'organisme compte-t-il survivre? Bien, Noémie, c'est via quatre méthodes utilisées. Campagne dans les grandes surfaces, le publipostage, comme on connaît à chaque année, des barrages routiers pour demander aux citoyens de les appuyer financièrement, et une campagne auprès des commerces. Alors, sur une bonne note, on le sait, l'organisme assure... Merci, Félix. Voilà. Merci, Noémie. La députée fédérale de Jonquière, Karine Trudel, a souligné hier soir à la Chambre des communes le 75e anniversaire de Sainte-Rose-du-Nord. La municipalité de 400 habitants reçoit plus de 80 000 visiteurs par année pour les nombreuses activités qu'elle offre autant en été qu'en hiver. Karine Trudel a spécifié que Sainte-Rose-du-Nord était la perle du fjord.
Zoom Photo Festival est à la recherche de photographes pour sa 8e édition qui se déroulera du 18 octobre au 12 novembre prochain. Pour participer, il suffit de se rendre sur le site Internet du festival. La 38e édition de Cégep en spectacle aura lieu demain à la salle François Brassard et les organisateurs ont beaucoup de nouveautés. Tommy Brochu, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? S'il y a bien un mot à retenir, Noémie, pour la 38e édition du Cégep en spectacle ici à Jonquière, c'est bien changement. On parle d'une nouvelle équipe d'animation, mais on parle aussi d'un changement au niveau de la formule de Cégep en spectacle, soit plus de numéros, mais moins de temps pour chacun des numéros. On écoute la coordonnatrice de Cégep en spectacle ici, Camille Girard. L'année dernière, on avait 6 numéros. Cette année, on en a 10, mais des numéros qui vont être quand même assez courts comparé à l'an dernier. On a une deuxième partie qui est différente, évidemment. On a Jay du Temple en deuxième partie. Puis les animateurs sont différents étant donné que ça a été les mêmes pendant 2 ans. Là, cette année, on a fait un vent de nouveautés. À quoi pouvons-nous nous attendre du côté de l'animation? Du côté de l'animation, il y aura 4 animateurs, tandis que dans les 2 dernières éditions, il y en avait seulement 3. Ce sera de tout nouveaux animateurs. On parle d'Étienne Vallière, de Samuel Tremblay-Michaud, de Charles-Antoine Bergeron et de Dominique Marcoux. Ils ont de l'expérience. Il y en a 3 sur les 4 qui sont animateurs ici, Atlas Radio. Et ils sont habitués derrière un micro. On va voir comment ils se comportent devant un public. Comment se sentent les participants à l'approche du spectacle? J'ai parlé à la chanteuse Erika Hiergeau et puis elle m'a confirmé qu'elle était stressée, ne promet pas beaucoup, en fait de dormir beaucoup ce soir, elle qui n'a pas chanté depuis quelques années déjà. Et puis l'important pour elle, c'est bien de participer, de s'amuser. On l'écoute. Gagner, pas gagner, c'est vraiment la soirée qui compte, puis de chanter, parce que ça fait longtemps que j'ai pas chanté, puis je veux me remettre dedans, là, fait que c'est juste pour ça, tu sais, c'est pas... L'important, c'est pas de gagner. Est-ce que le public pourra voter pour leur coup de cœur? Non, le coup de cœur du public a été retiré il y a déjà 2 éditions. La raison est fort simple, c'est que le public, en fait, et les juges votaient pour la même personne, donc on faisait gagner la même personne 2 fois. Ça a été complètement retiré. Merci, Tommy. Ça me fait plaisir. Au sport maintenant, l'organisation des compétitions de Hillcross Frédéric Gagné anticipe une trentaine de participants de l'extérieur de la région pour la compétition du 25 février au Mont-Bellu de la Baie. Il s'attend à recevoir près de 100 motoneigistes intrépides pour cette compétition. Un autre projet est dans la mire de l'organisateur qui n'a pas voulu trop s'avancer car il est temps pour parler. La saison de ski bat son plein au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les skieurs et planchistes sont ravis par les conditions météorologiques et la qualité des pistes. Un reportage de Thomas Godreau. Soleil, fines accumulations de neige et vent doux se mettent de la partie pour faire de 2017 une saison de glisse et de sports hivernaux exceptionnelle. Pour les stations de ski et de planches à neige de la région, l'hiver 2017 s'annonce être une saison bien singulière. Les dirigeants de la station de ski Le Mont-Lac-Vert d'Héberville se disent ravis de l'achalandage de ce début de saison. Ils parlent d'un ski de printemps en permanence pendant l'hiver. C'est ce qui rend les amateurs de sports de glisse heureux et fidèles au poste. Pour eux, c'est une saison plus longue et plus lucrative. La responsable affirme que le centre s'investit de plus en plus en créant des événements thématiques. Le centre de ski se spécialise également en sentiers de raquettes et de fat bike, un vélo de montagne hivernal. Du côté du Saguenay, les skieurs s'entendent pour dire que les conditions de glisse sont rarement aussi belles. Autant du côté des pistes, des parcs à neige, des sous-bois et les sentiers hors piste, les conditions de glisse demeurent exceptionnelles. C'est vraiment une très, très belle saison qui n'est pas comparable du tout aux 2 dernières. Les conditions sont déjà à leur meilleur, alors ça ne peut que s'améliorer, mais c'est déjà parfait, la perfection partout. Là. Ça a un impact très positif aussi, effectivement, là, sur l'achalandage. Les plus grands amateurs s'entendent pour dire que l'hiver 2017 offre une belle possibilité de bouger, tout en s'amusant dans de belles conditions et sous le soleil. L'accumulation de neige au sol et les sentiers damés permettent aux skieurs d'avoir un ski de qualité pour l'hiver 2017. Jusqu'à présent, aucune condition météorologique n'aura causé problème. Si la tendance se maintient, février et mars offriront d'aussi belles conditions de ski pour faire de l'hiver 2017 un hiver inoubliable. Ici Thomas Godreau, ATM Nouvelles, Saguenay. Marie-Gabrielle Gagné, vous nous annoncez encore du froid pour demain matin?
Alors Noémie, après un mois de janvier plus confortable, le mois de février commence assez froid. Donc pour le Saguenay, on annonce un léger refroidissement en soirée et cette nuit avec un minimum de moins 14. Environnement Canada annonce 40 % de probabilité d'averses de neige pour ce soir qui deviendront intermittentes après minuit. Donc dès demain matin, le ciel sera dégagé. On prévoit des vents de 30 km/h avec des rafales allant jusqu'à 50 km/h. Il sera important de s'habiller chaudement demain matin parce que la température sera à la baisse et atteindra moins 18 avec un refroidissement éolien pouvant aller jusqu'à moins 29. Du côté du lac Saint-Jean, le temps sera similaire. On pourra s'attendre à de la neige intermittente jusqu'au lever du jour. Le soleil sera ensuite de la partie malgré le refroidissement éolien qui devrait atteindre moins 28 degrés. Donc malgré le temps froid, c'est le temps d'aller jouer dehors et de se faire rougir un peu les joues. Merci Marie-Gabrielle Gagné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. L'équipe du Web Journal vous souhaite une belle soirée. À demain.